Voilà, bonjour, moi donc je suis le docteur Anne Gabard. Ça fait 40 ans que je fais de la gynécologie. J'ai été comme vous sûrement éblouie par les progrès faramineux de cette médecine qui transplante des cœurs, qui greffe des mains et qui réussit même à faire des enfants sans rapport sexuel. Et en même temps tellement dépitée par les problèmes qui sont posés aux médecins et qui restent irrésolus. Notamment donc en ce qui me concerne ma spécialité, les infécondités dites inexpliquées, et c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et ces incompréhensions, donc impuissances, ont été tellement difficiles pour moi qu'à un moment de mon exercice, je me suis dit que j'allais arrêter de faire de la gynécologie. Et puis j'ai pris une autre option, je me suis dit je vais plutôt retourner sur les bancs de l'école, et je suis allée faire un master d'histoire des sciences de 2 ans en continuant à faire de la gynécologie. J'ai compris pendant ce master que tous ceux qui avaient vraiment fait avancer la connaissance, c'était souvent ceux qui avaient fait un pas de côté. Et j'ai retenu une petite phrase d'Einstein qui disait « Un bon chercheur, c'est celui qui se pose les bonnes questions ». Et je me suis dit « Est-ce que moi, je me pose les bonnes questions ?» Et j'ai décidé à ce moment-là de faire une thèse en philosophie de la médecine que j'ai intitulée « Notre santé au risque de notre histoire » pour poser des questions dont je n'avais pas l'habitude, dans un entretien de 2 à 3 heures, pour mettre en miroir les événements de santé et les événements de vie. Et ce travail a duré 5 ans, en continuant donc à faire de la gynécologie. Et un voile s'est levé sur ces infécondités inexpliquées, et donc je vais vous parler de ça. Donc dans un premier temps, je vais vous raconter les histoires de vie que j'ai entendues, et puis dans un deuxième temps, ce que peut-être les cigognes peuvent nous apporter comme espoir. Alors dans les bilans d'infécondité, nous on s'intéresse, les médecins s'intéressent aux trompes, à l'utérus, aux ovaires, aux spermatozoïdes. Et je me suis intéressée, en plus de ça, parce que c'est essentiel bien sûr de s'intéresser à ça, en plus de ça je me suis intéressée aux propriétaires de cet appareil génital. Alors en l'occurrence la propriétaire, j'ai retenu la parole des femmes. Messieurs, je suis désolée, mais dans mes entretiens, j'ai vu des femmes, mais les problèmes d'infécondité sont, dans la grande majorité, des problèmes de couple. Donc vous êtes concernés de la même façon, mais moi j'ai recueilli la parole des femmes. Par ailleurs, la médecine se revendique une science, donc veut soustraire au principe de la logique, hérité d'Aristote. Donc ça fait 2000 ans qu'on est biberonné à cette logique, dont le premier principe est l'exclusion des contraires pour un même système. C'est-à-dire qu'en médecine, ou c'est normal, ou c'est pathologique, ou c'est organique, ou c'est fonctionnel, ou une femme veut un enfant, ou elle n'en veut pas. Et si elle est dans un programme de PMA, c'est forcément qu'elle veut un enfant. Et je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si sûr que ça. Je vais vous raconter l'histoire d'Athénaïs, qui a eu 10 ans d'infécondité inexpliquée. Alors, ce sont les infécondités inexpliquées dont je vous parle. Donc, 10 ans d'infécondité, et voilà ce qu'elle raconte. En fait, j'ai jamais été prête à avoir un enfant. En fait, je pense que j'ai eu très peur de reproduire ce qu'a été ma mère, et surtout, peur de ne pas aimer l'enfant. Parce que moi, je ne sais pas ce que c'est l'amour maternel. Mais mon mari voulait un enfant, mes beaux-parents qui n'avaient qu'un seul enfant voulaient des petits-enfants. Donc j'ai fait cette PMA. Quand mon bilan montrait une réserve ovarienne un peu faible, je me suis demandé si c'était à cause de mon non-désir d'enfant. Moi je suis bien contente de ne pas avoir d'enfant, un bébé aurait été un fardeau. À la fin de l'entretien, elle m'a dit « Moi j'ai eu du bol, les FIV n'ont pas marché ». Cassiopée. Alors elle a attendu 39 ans pour se décider à peut-être faire une PMA. Et voilà ce qu'elle raconte. Depuis 4 générations, ce ne sont pas les mères qui ont élevé le petit, à cause de l'alcool. Très tôt, dès mes 10 ans, j'ai su que je n'aurais pas d'enfant. La peur de reproduire ce qui s'était passé, de ne pas être capable d'être mère. Je pense que tout ce qui dans mon corps sert à enfanter a été bloqué. Ça n'existe pas. Elle dit « Je me suis interdit une grossesse, car il faut qu'elle s'arrête cette lignée de femmes incapables d'élever les petits. » Alors cette femme avait fait un ulcère
à l'arrêt de la pilule, parce qu'elle a arrêté la pilule donc à 39 ans. On en reparlera de cette femme. Bleuhen, 10 ans d'infécondité inexpliquée. Elle a été enceinte à 19 ans d'un homme marié. Ses parents l'ont contrainte à accoucher sous X, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas vu l'enfant, elle n'a même pas su que c'était une petite fille. Puis ensuite, elle s'est mariée. Son mari voulait un enfant, donc elle a fait une PMA pendant 10 ans. Elle dit « Je ne pouvais plus mettre un enfant au monde, je ne pouvais plus aimer. Je me suis interdit une grossesse. » Alors, bon, c'est pas fréquent que les femmes ne veuillent pas d'enfants, enfin les femmes. Donc je parle des femmes, c'est la parole des femmes que j'ai recueillie. Parfois, c'est simplement que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Céleste, infécondité inexpliquée de 5 ans. Échec des IAC, elle a eu un enfant après une première FIV, et puis 2 ans, 2 ans après, elle a eu un enfant spontanément. Son père était navigateur, donc très souvent absent. C'est la mère qui a élevé ses 3 enfants. J'ai l'image d'une maman dont le statut de mère responsable lui a fait perdre son statut de femme. Après 4 ans de mariage, j'étais pas prête, mais il y avait la pression de l'entourage, la famille, mon mari voulait être père. Et petit à petit, au fil du temps, je me sentais un peu plus prête et elle a été enceinte après une FIV. Elle a accouché par césarienne. Elle dit « Je me souviens bien de ce que j'ai ressenti. Jusqu'à 6 cm de dilatation, ça allait à peu près bien. J'avais créé une bonne liaison avec l'équipe de sage-femme. Et puis, il y a eu un changement d'équipe. Mon angoisse pour l'accouchement s'est cristallisée. Je ne voulais plus pousser. J'avais trop peur de devenir mère. Quand le bébé a été là, j'ai eu peur de rentrer à la maison, de me retrouver seule avec mon bébé. Heureusement, mon mari a endossé tout de suite sa casquette de papa. Il m'a aidée à devenir maman. Si bien que quand j'ai arrêté la pilule 2 ans plus tard, j'ai été enceinte 3 mois après. Et je me suis dit, mais comment c'est aussi facile d'être enceinte? La peur était partie. La grossesse s'est bien passée. Et la naissance aussi. Et tout de suite, je me suis sentie mère. Elle m'a dit, moi j'ai l'explication. Je sais pourquoi la grossesse n'est pas venue au début. J'étais pas prête, j'avais trop peur de devenir mère. Lors de ce parcours de PMA, on m'a jamais posé les bonnes questions. Je peux en parler, c'est moi qui la suivais à l'époque. Mais je n'avais pas fait ma thèse, je n'avais pas compris certaines choses. J'aurais juste voulu parler de mes peurs, être rassurée, encadrée. Pour moi, c'est sûr et certain, j'aurais pu être enceinte sans la FIV. Il suffisait de débloquer les peurs qui étaient au fond de moi. J'avais peur d'abîmer la femme en devenant mère. Alors une autre, Nadia, infécondité inexpliquée de 5 ans et échec des IAC. Et puis ensuite, elle a eu 3 grossesses spontanées. Après un événement marquant de sa vie, elle a perdu sa belle-mère. Alors la belle-mère était une femme extrêmement autoritaire, qui pesait très lourd sur le couple, sur l'homme, et qui avait obligé son fils à rentrer dans l'entreprise familiale dont elle dirigeait très autoritairement l'entreprise. Et donc après la mort de cette femme, le couple a eu 3 enfants spontanément. Francesca, infécondité de 7 ans. Elle a eu un enfant après une IAC, et puis une grossesse spontanée 1 an plus tard. Alors elle dit, mais je m'aperçois quand on fait cette mise en miroir des dates, ce que je fais beaucoup dans cette thèse, que les dates sont très étranges. Vous me faites remarquer que j'ai arrêté la pilule juste avant le diagnostic de cancer de ma mère, qui résonnait avec l'idée de mort et qui était inacceptable pour moi. Me dire que ma mère était malade et que j'envisageais d'avoir un enfant, non, c'était trop compliqué. Puis, il y a eu un cheminement pendant ces 6 années de maladie et on finit par accepter. J'ai accepté. Et puis donc, elle a été enceinte après la PMA. Et étrangement, alors que le diagnostic de cancer avait été inacceptable pour moi, j'ai accepté sa mort. Je savais qu'il n'y avait pas d'autre issue. Et le mois suivant sa mort, je suis enceinte spontanément de mon fils. J'avais jamais fait ces rapprochements de date, je m'étais jamais posé toutes ces questions. Une génération s'en va, une autre arrive, le cycle de la vie. Il y a sûrement quelque chose et un lien dans tout ça. Alors parfois c'est « je veux un enfant et je veux pas ». Kimberley, infécondité de 5 ans, elle a fait 3 fausses couches,
après une grossesse spontanée. Et voilà ce qu'elle dit. Notre couple a été suffisant à lui-même pendant 19 ans. Un enfant aurait été un loup dans la bergerie. La décision d'arrêter la pilule a été très difficile. On n'arrivait pas à se décider. On ne savait pas si on voulait, si on ne voulait pas. Quand j'ai fait mes fausses couches, j'ai eu le sentiment que mon corps, qui avait permis la grossesse, rejetait ce corps étranger comme s'il n'en voulait pas. Et en fait, je ne savais pas si je voulais. Alors le plus souvent, c'est je veux un enfant. Je veux très très fort un enfant. Mais, il y a un mais. Et le mais, c'est la peur. Docteur Bellec vous en a parlé de cette peur qui peut nous impacter sévèrement. Et donc, c'est, par exemple, j'ai peur de la grossesse. Soraya dit, si je m'imagine enceinte, j'ai une peur qui n'est pas forcément avouable, celle de mon corps déformé. Quand je vois une femme enceinte, ça me dégoûte, j'ai la nausée. Quand j'étais enfant, j'ai été harcelée à l'école à cause de mon surpoids. Et je ne veux pas que ça recommence, à aucun prix. Donc je veux un enfant, mais je ne veux pas être enceinte. J'ai peur de mon corps déformé. Et d'ailleurs, messieurs, vous êtes-vous posé la question, si je vous dis, monsieur, vous allez prendre 15 ou 20 kilos en quelques mois, vous ne pourrez plus laisser vos chaussures, comment vous vous sentez? Autre peur, la peur de l'accouchement. Arsinoé, 6 ans d'infécondité. Elle raconte, c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Mais quand j'avais 10 ans, j'ai entendu ma mère et ma tante raconter l'accouchement de leur propre mère qui avait dû être attachée à la table de la cuisine pour accoucher. Ça avait été une vraie boucherie. Et le jour où j'ai arrêté la pilule, je me suis dit, mais si je suis enceinte, il faudra que j'accouche. Mais je ne veux pas. Je veux un enfant, mais je ne veux pas accoucher. Et d'ailleurs, monsieur, si je vous disais, je vous mets un ballon de 3 kilos dans le ventre, puis vous allez me le rendre maintenant, comment vous vous sentiriez? Alors, toutes les femmes enceintes, elles ont peur d'accoucher pour leur premier accouchement, il y a la peur normale, entre guillemets. Mais il y en a comme Arsinoé qui était terrorisée. Elle avait encore dans l'esprit l'image, ou ce qu'elle s'était imaginé de sa grand-mère qui avait dû être accouchée sur la table de la cuisine. Alors, parfois aussi, c'est la peur de ce qui se passera après, c'est-à-dire quand le bébé sera né. Esperanza, elle a eu une infécondité de 3 ans et elle a eu un enfant après la 6e stimulation. Et voilà son parcours. Elle a vécu sa toute petite enfance dans des conditions très difficiles. Elle vivait dans une caravane avec la drogue, l'alcool, la prostitution. Et elle a été placée après dans une famille d'accueil, mais sa mère ne l'avait pas abandonnée, c'est-à-dire qu'elle devait aller voir sa mère de temps en temps, sa mère qui était bipolaire et violente. Elle raconte que parfois sa mère, dans les crises de délire, elle lui mettait un couteau sous la gorge et donc elle devait aller voir sa mère le week-end. Elle raconte, maintenant, avec le recul, c'est clair pour moi cette difficulté à être enceinte. Quand j'ai arrêté la pilule, j'avais peur. J'avais lu que souvent les adultes reproduisaient leur enfance et chaque mois j'étais déchirée entre mon profond désir d'être maman et de prouver que je pourrais le faire, et ma terreur de reproduire la maltraitance. Le jour de mon accouchement était le jour où j'ai eu le plus peur de toute ma vie. Dans ce parcours, personne ne m'a posé de questions. C'est moi qui l'avais suivi aussi. Elle dit, j'aurais juste aimé qu'on me dise que c'était pas obligatoire de reproduire le schéma de son enfance. Arzela, infécondité de 7 ans. Elle a eu un diagnostic d'ovaire polykystique. L'ovaire polykystique, c'est une étiquette qu'on met sur un dysfonctionnement de l'ovaire. Et elle a eu l'échec de la PMA, puis ensuite elle a eu une grossesse spontanée. Elle raconte, jeune, je ne me suis jamais projetée dans une grossesse. Je savais combien ma grand-mère, veuve à 40 ans, avait eu de difficultés pour élever seule ses 6 enfants. Puis, ma période de vie maritale a été très difficile, nous n'avions pas les mêmes valeurs. J'ai eu beaucoup de moments de doute, j'aurais dû partir. Mais la grossesse est arrivée spontanément dans un moment d'accalmie de mon couple. Au début, j'ai regretté d'être enceinte, car c'est très dur d'élever les enfants. M'occuper de ma seule fille est un fardeau.
alors que je m'occupe sans problème des 3 enfants de ma sœur. La différence, c'est la responsabilité. Chaque jour qui passe, je gagne un jour par rapport à cette responsabilité de maman qui me hante depuis la naissance de ma fille. J'ai peur de faillir. Surtout que, comme ma grand-mère, je l'élève seule car le père est parti. Alors ne pas avoir d'enfant me protégeait de ça. Peut-être il aurait mieux valu qu'elle ne soit pas là, ma fille, même si elle est l'événement le plus heureux de ma vie. Et puis Sydney, elle avait peur que le papa ne s'occupe pas du bébé comme elle aurait aimé qu'on s'occupe d'un bébé, qu'il préfère ses copains et l'alcool. J'avais peur de lui donner un tel papa et que l'enfant puisse lui ressembler. Alors, qu'est-ce que les cigognes, elles peuvent nous apporter comme espoir? Alors, bon, le docteur Bellec en a parlé un petit peu. Alors peut-être, dans un premier temps, nous aider à nous poser les bonnes questions, comme le disait Einstein. Alors les questions sur l'histoire, le vécu, la représentation des femmes, des couples, de leur rôle de parents, de leur avenir et de la façon dont ils se projettent dans cet avenir de parents. Sirène, elle a eu une infécondité inexpliquée de 7 ans. Elle a eu 6 inséminations, 5 FIV et 2 enfants par FIV. Et elle dit, je l'ai vue rétrospectivement, ces questions que vous posez d'un lien éventuel entre la difficulté d'avoir un enfant et mes souffrances de vie sont une révélation, une véritable révélation. Je ne m'étais jamais posé ces questions, ça ne m'avait même pas effleuré l'esprit. Et aucun médecin, pendant mon parcours de PMA, ne m'a posé des questions sur ma vie. Aucun n'a su le suicide de mon père, le suicide de mon frère à 20 ans et la violence de ma mère. J'avais jamais pensé à cela avant. Mais oui, bien sûr, c'est cohérent, c'est évident. Et cette femme avait gardé, les hasards de la vie ont fait qu'elle a gardé pendant 1 mois un neveu, un petit bébé. Et elle dit, ce mois fantastique a bien pu être un déclic dans mon cerveau pour que je m'autorise une grossesse. Car 2 mois plus tard, j'attendais ma fille. Oui, cela a du sens, les choses sont à leur place. Miranda, infécondité de 7 ans. 2 FIV qui ont été des échecs, puis ensuite, après, elle a eu 2 autres grossesses après FIV. Alors elle a eu un accident de voiture avec sa jumelle qui est morte sur le coup devant ses yeux. Elle avait 17 ans. Je n'ai pas pu y croire. Cela n'avait pas existé. J'ai pas pleuré, parce que c'était pas vrai. J'ai tout enfoui en moi. Quand j'ai voulu un bébé, tout ce que j'avais enfoui est remonté. J'y pensais tous les jours. Ma mère évoquait le décès de ma sœur comme blocage pour la grossesse. Mais je disais non. Et en fait, quand j'ai été enceinte, j'ai adoré être enceinte. Même si j'avais une peur incontrôlable, une peur animale de perdre l'enfant, à cause de la mort. Après la naissance, j'étais comme un animal avec son petit. Je ne pouvais pas m'en séparer, même pas la donner à ma mère. Dès que j'ai pu accrocher le regard de l'enfant, je revoyais les yeux de ma sœur. Je me faisais violent, je me disais, mais non, c'est pas ta sœur, je ne veux pas que ta fille soit prisonnière de ta sœur. En fait, ma stérilité a été dite inexpliquée. Mais maintenant, je sais pourquoi la grossesse n'est pas venue spontanément. Je fais le lien avec le décès de ma sœur. Cela m'est une évidence, j'en suis certaine. Je sais que cela a bloqué mon corps. Le médecin qui s'occupait de moi m'a beaucoup aidé pour supporter les IAC, les FIV. Peut-être que s'il avait abordé ma vie, s'il m'avait ouvert cette porte, ce genre de porte sur soi-même, je l'aurais prise, car il avait toute ma confiance. Peut-être que cela aurait évité la PMA. On peut y croire. Et je suis tentée de dire qu'avec ce que j'ai compris maintenant, j'aurais pu échapper à la PMA. Je pense que des séances de MDR auraient été bénéfiques au moment de mon parcours de PMA. Alors ce qui est important dans ce parcours, je pense, c'est de mettre à jour les émotions, les peurs notamment, les nommer, les reconnaître, les verbaliser. Si vous deviez retenir une chose de mon intervention, une peur n'est jamais ridicule. Une peur, elle est. Une peur, elle n'est pas rationnelle, mais on a tous des peurs qui ne sont pas rationnelles. Et si une peur
comment dire, la raison n'a pas de prise sur une émotion. C'est-à-dire que si votre peur, votre émotion vous dit ben, « je vais la mettre au fond de ma poche, puis je vais mettre mon mouchoir au-dessus », elle va ressortir de l'autre côté. La peur, il faut la reconnaître, l'accepter et ne pas dire qu'elle est ridicule. Arsinoé, vous vous souvenez, c'est cette femme qui avait peur parce que sa grand-mère avait été attachée sur la table de la cuisine. Si elle dit c'est ridicule cette peur et si elle réussit à en parler, qu'elle en parle à l'obstétricien qui lui dit « Mais madame, il ne faut pas avoir peur, il y a des millions de femmes qui ont accouché. » La peur, donc, qui n'est pas prise en compte, elle n'a pas bougé d'un caramel. Si cette peur, elle est reconnue, c'est-à-dire si cette femme se dit « Mais non, j'ai peur », si elle est reconnue, si le médecin lui dit « Madame, vous avez une peur, elle a sûrement ses raisons d'être, cette peur, on va la prendre en compte, on va le marquer sur votre dossier et au moment de votre accouchement, l'équipe sera au courant et on va faire au mieux pour la gérer cette peur et vous aider. » Déjà, la peur, elle a diminué de moitié. Donc, reconnaître ses émotions. Ce qui est très important, qui peut déjà les apaiser. Marcella, infécondité de 20 ans, et elle n'a pas eu d'enfant. Et elle ne les a pas reconnues, ses émotions. Elle dit « Je pense que cela vient de mon enfance. Ma mère a quitté mon père, elle est partie avec un autre homme. Elle n'a pensé qu'à elle. Elle m'a fait arrêter l'école à 15 ans, moi qui voulais être comptable. Elle m'a mise sur une chaîne dans une usine. Elle n'a pas fait ce qu'une maman doit faire. C'était à elle d'aller à l'usine, pas à moi. J'ai pas pardonné. Faillir à son devoir de mère, c'est ce qui peut arriver de pire dans une vie. Quand j'ai envisagé d'avoir un enfant, cela m'a été une réelle angoisse que je reproduise ce que ma mère avait été. Je pense que ma stérilité, elle est là. Quelque chose a bloqué. Et elle m'a dit, quand je l'ai vue, cette femme, elle avait 60 ans. Elle m'a dit, c'est la première fois de ma vie que je parle de ça. C'est-à-dire que ses émotions, sa souffrance, elle avait été tue. Jamais elle avait réussi à la formuler. Cassiopée, dont on a déjà parlé, elle les a reconnues, ses peurs. C'est cette femme qui avait dit je ne veux pas reproduire cette lignée de femmes alcooliques incapables d'élever les petits et qui s'est réveillée à 39 ans en demandant une PMA. Et elle a eu un don d'ovocytes. Le premier n'a pas marché. Et elle dit, j'étais à la fin de ma thèse, cette seconde tentative de don d'ovocytes a marché. Je pense, je suis très émue en vous racontant ça, que c'est parce que vous, ma gynécologue, avez su m'écouter, m'autoriser à exprimer mes paradoxes, mon envie, mes peurs, mes réticences, pour me permettre d'y voir plus clair, et ce qui m'a redonné espoir. Elle m'a dit, vous avez été un maillon essentiel de la chaîne qui m'a amené à voir ma petite fille. Je pense que les questions que les médecins devraient poser, peut-être que vous allez peut-être maintenant vous poser, sont importantes. Erika m'a confirmé qu'une question peut en elle-même être la solution. Pour elle, c'était ne pas faire d'enfant. Elle dit, dans mon parcours de PMA, personne ne m'a posé aucune question sur ma vie. Je pense que si les médecins m'avaient posé cette question que vous posez, de savoir comment je me sentais en me projetant dans la vie, enfin dans une grossesse, dans la vie, avec le père et le bébé, si on m'avait mis face à cette image, j'aurais sorti la tête du guidon. Mon corps a su avant moi qu'il ne fallait pas faire d'enfant. Il a fait le bon choix. Mais je n'ai pas capté le signal et on ne m'y a pas aidé. Donc se poser les bonnes questions. Et puis, faire la part de ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Le docteur Bellec en a parlé déjà de ce qui était la lignée généalogique. Cléophée, 10 ans d'infécondité, échec de la PMA, puis 2 grossesses spontanées. Elle dit, ma mère m'a donné une image de la mère de la grossesse très difficile. Elle me répétait sans cesse, tu étais déjà chiante in utero, tu m'as bousillé le ventre. Elle m'a raconté de nombreuses fois son accouchement catastrophique. Elle a fait une psychanalyse. Et elle dit, ma psychanalyse m'a beaucoup aidé à me retrouver, à comprendre ce qui ne m'appartenait pas et à lever mes propres interdits par rapport à la filiation, à la reproduction et à la grossesse. Salomé. Jeune, je ne voulais pas d'enfant, de crainte de reproduire le schéma parental de violence.
J'ai fait une psychothérapie, elle a fait une psychothérapie qui m'a énormément aidée à me différencier de mes parents et surtout à comprendre que je n'étais pas comme eux. Donc que je n'avais pas à craindre de reproduire ce schéma parental abhorré. J'avais trouvé ma place, je savais qui j'étais. J'ai pu décider avec mon mari d'envisager une grossesse qui est venue dès le premier mois. Repenser aussi les croyances, dont oui, Véronique a aussi parlé. Alors les croyances. Mia, infécondité de 5 ans. Elle a été enceinte après la 3e insémination. Elle dit « Penser à la parentalité m'a fait me poser des milliards de questions, notamment sur ma capacité à être une vraie maman. J'avais une peur bleue de ne pas être en mesure de faire autrement que reproduire ces mauvais modèles de ma mère et de ma grand-mère. Les 2 premières inséminations n'ont pas marché. Et je pense que la 3e s'est passée différemment. J'ai senti comme si certains leviers avaient sauté. Je pense grâce au yoga fait pendant 2 ans. Et quand vous avez fait votre présentation lors de la journée porte ouverte à la clinique, un dossier m'a beaucoup bouleversée. Cette femme qui avait eu une enfance de violence, qui a eu des difficultés pour avoir un enfant, et qui aurait juste aimé que quelqu'un lui dise qu'on n'était pas obligé de reproduire ce qui s'était passé dans l'enfance, c'était aussi exactement mes peurs. Les mots que vous avez eus alors de cette journée m'ont beaucoup marqué. J'ai compris que non, on n'était pas obligé de reproduire son enfance. 2 mois plus tard, j'étais enceinte, avec une insémination. Donc, dans les thérapies qu'on peut utiliser, enfin, je ne vais pas en reparler puisque le docteur Melek en a parlé. Et donc là, il y a eu la psychanalyse, la psychothérapie, mais il y a le MDR, enfin, tout. Il n'y a pas de bon et de mauvais, il y a ce qui peut vous servir et peut améliorer les choses. Alors j'ai terminé, je voudrais enfin confirmer que c'est un message d'espoir que je vous transmets, que en plus de nous occuper de notre versant physique, je pense aussi, alors si c'est bien sûr obligatoire et très important de le faire, mais le fait de nous occuper aussi de notre versant mental qui est un paramètre aussi important de notre réalité, je pense qu'il peut sûrement aider dans la résolution des problèmes. Et donc moi maintenant, pour les couples inféconds, je pose toujours 3 questions que peut-être vous avez devinées, que peut-être vous pouvez vous poser. Comment vous vous sentez avec un gros bidon comme ça et le corps déformé? Comment vous vous sentez dans la salle d'accouchement? Et comment vous vous sentez après? Alors, toutes ces peurs, peut-être la première chose, parce que ces peurs ne sont pas ridicules, hein, il y en a qui ont peur des araignées, d'autres qui ont peur de je ne sais quoi, et donc vous pouvez déjà, enfin mesdames et messieurs, en parler au conjoint, hein, en parler à son conjoint de la peur qu'on peut avoir d'avoir un corps déformé, peut aider le conjoint à, pendant la grossesse, faire que la femme prenne moins de kilos, ou, enfin, qu'il puisse la soutenir dans ses peurs et les reconnaître. Voilà. Eh bien, merci beaucoup et merci de m'avoir permis de vous parler de ce que j'ai compris, de ce que cette thèse m'a apporté. Et si vous voulez aller la voir, elle est accessible sur... je l'ai passée à Nantes, là, dans le... Oui. Et puis, alors de cette thèse qui fait 900 pages, donc il faut être courageux, mais j'ai tiré un livre et j'ai un éditeur, donc normalement mon livre sortira en septembre. Hein. Et donc il y a un TEDx où j'ai condensé un peu ma thèse. Alors dans cette thèse, je ne me suis pas occupée que des infécondités. Je ne sais plus combien j'ai de dossiers d'infécondité, peut-être une centaine, mais j'ai d'autres... Je me suis occupée à d'autres choses de la santé, et notamment de l'endométriose, et je continue à faire ce que j'ai fait pour ma thèse à la clinique à Elsan, là, dans le service de référence de l'endométriose.